Bien, le cadre est désormais planté. Nous savons comment votre institution est devenue une institution centrale dans la justice et le procès. Nous avons vu les 2 procédures qui se sont déroulées pour la partie audience à Lyon. Il nous reste à savoir quelle est l'issue de ces 2 procès. Le suspense est à son comble et nous vous remercions une nouvelle fois pour l'honneur que vous nous faites de venir présenter ces décisions à Lyon et devant nos étudiants. Merci beaucoup, Monsieur le Président Fabius. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Doyen. Merci, Madame et Monsieur le Professeur. Bonjour à tous, d'abord, qui avez bravé tous les risques qu'on nous annonce pour venir écouter, mais j'espère aussi discuter. Les exposés précédents me permettraient de faire ce que j'aime beaucoup, c'est-à-dire rester silencieux. Le doyen de Godemar, auquel je veux rendre hommage, et à travers lui à Lyon 3, qui a une grande réputation, et dont je sais qu'elle n'est pas totalement injustifiée. Le doyen de Godemar a parfaitement dressé le décor. Je savais que j'aurais un jour rendez-vous avec Lyon 3. Cette heure est donc venue, non seulement par la fonction qui est la mienne, mais il a eu raison de dire que, bien sûr, une partie de ma vie a été dédiée à la question ô combien centrale de l'environnement. J'ai pu contribuer à une certaine avancée en présidant la COP21. Et aujourd'hui, je me retrouve à la tête du Conseil constitutionnel qui, de plus en plus, est saisi et va être saisi de problèmes qui touchent à l'environnement. Et j'espère qu'il n'y aura pas de contradiction entre les 2 moments de ma vie, même si je dois faire attention à ne pas confondre les exercices. Ensuite, monsieur le professeur Blachère, vous avez parfaitement résumé l'histoire du Conseil constitutionnel. Lorsque j'étais étudiant, il y avait un professeur, je ne sais pas si son nom est toujours connu, qui s'appelait le professeur Rivero. Le professeur Rivero était un homme tout à fait remarquable. Il était tout petit, mais il avait un regard absolument étincelant et un mode de raisonnement extrêmement convaincant. Et je me rappelle avoir entendu dans un de ses cours où il parlait du Conseil constitutionnel. Je ne savais pas alors à l'époque que je serais appelé au Conseil d'État, puis à d'autres choses, et puis maintenant au Conseil constitutionnel. Il avait dit, je me rappelle à peu près sa phrase, il y a une grande différence entre les institutions et les fusées. Et je vous conseille d'ailleurs de retenir cela lorsque vous voulez attirer l'attention de votre auditoire. Il faut commencer par une phrase un petit peu particulière. Et si un de vos professeurs commence son cours de droit en disant « il y a une grande différence entre les institutions et les fusées », à ce moment-là, on ouvre l'oreille. Et il s'expliquait immédiatement en disant « les fusées, en général, elles suivent la trajectoire qu'on leur a fixée. Tandis que les institutions, absolument jamais. » Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le Conseil constitutionnel. Monsieur Blachère a utilisé des mots mesurés, et il a eu raison, et même très polis, en reprenant la formule de Michel Debré, rationaliser le parlementarisme. Bon, moi, je me permettrais d'être un peu plus carré. En gros, et cette formule a été utilisée, à l'époque, le Conseil constitutionnel était le chien de garde de l'exécutif. Le Parlement était à majorité écrasante gaulliste, mais on ne sait jamais. Si jamais le Parlement avait adopté des lois qui ne plaisaient pas au gouvernement, il fallait qu'il y ait un chien de garde. Et le chien de garde, c'était le Conseil constitutionnel. Ça ne veut pas du tout dire que ses membres n'étaient pas éminents.
par définition, un membre du Conseil constitutionnel est toujours éminent. Mais ils étaient éminents et gaullistes. Bon. Et dans ces deux adjectifs, je ne sais pas lequel prévalait. Ils n'étaient pas non plus proches du burn-out. Vous avez cité le nombre de décisions qu'ils prenaient en plusieurs années. Bref, ils avaient du loisir. Et au cours du temps, les choses ont évolué au point que ça a complètement changé. Et le Conseil constitutionnel, très mal dénommé, parce que nous ne donnons absolument aucun conseil, mais c'est ainsi, nous prenons des décisions. Le Conseil constitutionnel est devenu une cour constitutionnelle. Appelons un chat un chat. Il reste peut-être tel ou tel ajustement à opérer, et en particulier, sans être désagréable à l'égard de personne, les présidents de la République anciens n'ont rien à faire au Conseil constitutionnel. D'ailleurs, ils l'ont compris puisqu'ils ne viennent pas. Donc, le chien de garde de l'exécutif. Ensuite, la décision extrêmement culottée du 16 juillet 71, qui dit, en gros, vous l'avez très bien rappelé, écoutez, c'est pas simplement la Constitution, parce que la Constitution de la Ve République, en tant qu'étudiant en droit, vous y avez quand même jeté un coup d'œil, c'est essentiellement les rapports entre le Premier ministre, le Président de la République, le Parlement, etc. Mais là, le Conseil constitutionnel, pour des raisons diverses, dit on ne va pas simplement se référer à la Constitution stricto sensu, on va prendre son préambule, mais c'est comme l'histoire bout de ficelle, celle de cheval, cheval de course. Dans le préambule, comme il y a des tas de choses, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le préambule de 1946, etc., finalement, ça devient la référence à ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. À ce moment-là, c'est tout à fait un autre contrôle. Après, il y a l'initiative du président Giscard d'Estaing qu'il faut saluer, parce que c'était courageux. Avant, il n'y avait que de très hautes autorités, mais toujours favorables au gouvernement, qui pouvaient saisir le Conseil. Et à partir de la réforme décidée, proposée par le président Giscard d'Estaing, l'opposition aussi. Donc ça change tout. Et puis, dernière étape, oui, jusqu'à la prochaine, je ne sais pas ce qu'elle sera, qui est la réforme constitutionnelle de 2008 avec cette fameuse QPC, que j'appelle souvent, même si le terme juridiquement est inexact, mais votre conclusion, monsieur le professeur, va tout à fait en ce sens, la question citoyenne. Ça n'a pas été fait pour le Parlement, ça n'a pas été fait pour le Conseil lui-même, c'est fait pour le justiciable. Et au-delà de tous les termes techniques, la fameuse QPC, c'est quoi ? C'est la possibilité pour n'importe quel justiciable, devant n'importe quelle juridiction, même la plus petite, de dire à Monsieur le Président, attention, attention, on veut m'appliquer dans cette affaire la loi du 24 février 1912. Bon, je ne sais pas s'il existe une loi, probablement pas, 1912, peut-être. Mais attention, cette loi, je pense qu'elle est contraire aux droits et aux libertés que la Constitution garantit. Et à ce moment-là, avec un mécanisme de filtre, ça vient jusqu'à nous. Et nous disons oui ou non. Et si nous disons oui, ça veut dire que la loi et les dispositions contestées sont validées. Si nous disons non, et nous disons non dans un cas sur 3, non pas par esprit de système, mais parce que c'est ça la statistique, la disposition en cause est annulée. Et donc, le Parlement doit faire un autre exercice en tenant compte de notre décision. Et évidemment, ça a deux conséquences absolument massives. D'une part, c'est que tous les justiciables peuvent contester n'importe quelle loi. Et deuxièmement, que les lois contestées ne sont pas simplement les lois futures, ce qui était le cas avant que la QPC n'existe, mais aussi tout le stock des lois qui ont déjà été promulguées, mais qui n'ont pas fait l'objet, sur les dispositions contestées, de recours. Donc là, oui, effectivement, on devient, vous l'avez souligné à juste titre, une cour constitutionnelle. Là, nous en sommes. Alors, l'année dernière, après avoir discuté avec mes collègues, puisque les discussions et les décisions chez nous sont toujours collégiales, nous avons décidé de tenir un certain nombre de nos audiences en région. Et, par une chance extraordinaire, en consultant les dispositions juridiques qui nous concernent,
nous avons constaté, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres cours constitutionnels, que nous n'étions pas obligés de siéger à Paris. Donc nous pouvions siéger où nous voulions. Et nous nous sommes dit, ce serait intéressant pour nous, et probablement pour d'autres, de siéger à peu près une fois pour trimestre en région. Nous avons commencé, et Lyon est notre 4e étape, et je remercie beaucoup le président Fraisse de nous avoir très gentiment accueillis avec toute une série de magistrats et d'autres autorités. Pourquoi cette décision ? Parce que nous pensons que, justement, puisque en particulier la QPC, c'est la question citoyenne qui doit appartenir à tous les citoyens, et compte tenu de ce qu'est devenu le Conseil constitutionnel, ce qui est là pour garantir, protéger les droits des citoyens, de la société, eh bien, c'était utile d'informer sur ce que nous faisions, pas simplement de siéger à Paris, on dit Paris, Tour d'Ivoire, etc. Vous connaissez tous ces clichés qui parfois sont exacts, et donc de venir sur place. C'est intéressant pour nous, d'abord parce que nous pouvons rencontrer toute une série de personnes, et nous avons la faiblesse de penser et même de constater que c'est intéressant pour aussi ceux que nous rencontrons à cette occasion et avec qui nous discutons. Mais nous faisons un peu plus, c'est-à-dire que la semaine dernière, nous avons tenu une audience, nous avons examiné 2 QPC, comme nous le faisons à Paris, et hier, à Paris, nous avons délibéré sur ces 2 QPC toute l'après-midi, et nous avons pris 2 décisions sur les 2 QPC. Et aujourd'hui, et ça doit être publié si les horaires sont respectés, mais je sais, connaissant l'efficacité du Conseil constitutionnel, que c'est le cas, ces 2 décisions viennent d'être publiées sur le site du Conseil. Et je vais donc vous expliquer pourquoi nous avons pris ces décisions et donc vous associer au mécanisme intellectuel et pratique qui est celui respecté par les membres du Conseil. Auparavant, je veux saluer une initiative qui a été prise par un certain nombre de vos camarades, c'est-à-dire que les professeurs les ont fait plancher sur les 2 sujets et ils ont eux-mêmes rédigé 2 arrêts qu'ils ont eu la gentillesse de me communiquer. Et je n'ai pas besoin de souligner à quel point ils ont inspiré notre décision. Avec une petite nuance, parce que, nuance de forme, je n'y insiste pas, mais quand même nuance de fond. Et je dois dire, je ne sais pas si cet exercice était noté, j'espère que non, mais même si l'arrêt était remarquable. Mais dans un cas, eh bien, nous avons absolument convergé avec ce que ces juges en herbe proposaient. Dans un autre cas, nous avons eu l'outrecuidance d'avoir une certaine différence, mais la Constitution étant ce qu'elle est, c'est notre décision qui prime. Alors, je vais résumer parce que, d'abord, nous n'avons pas beaucoup de temps, et en plus, je pense que dans une faculté de droit, il est possible de parler en termes simples. Il y avait 2 affaires. La première concernait l'urbanisme commercial et la deuxième, un autre sujet complètement différent, le défenseur syndical. Je schématise, ne m'en voulez pas, mais je veux aller à l'essentiel. De quoi s'agissait-il dans l'affaire de l'urbanisme commercial ? Bon, il se trouve que, après toute une série de péripéties, une loi a été adoptée concernant la façon dont on pouvait délivrer les autorisations d'ouvrir des nouveaux centres commerciaux. La loi a été modifiée à travers le temps, mais dans le dernier état de cette loi, il y a un certain nombre de dispositions qui ont été ajoutées, et une de ces dispositions était contestée par l'association qui regroupe les centres commerciaux. Cette disposition, je ne vais pas la citer intégralement parce qu'elle regrouperait 3 paragraphes, mais en gros, elle disait ceci. Quand il y a des demandes d'autorisation
d'ouvrir un nouveau centre commercial. Il faut regarder ce qui se passe comme conséquence sur le centre-ville. Bon, c'est un problème qu'on connaît. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une analyse d'impact et il faut regarder si il y a des friches disponibles, c'est-à-dire des terrains libres disponibles, soit dans la ville-centre, soit à la périphérie. Alors en gros, l'inspiration de cette disposition, c'était de dire, bon, les centres commerciaux, d'accord, mais il faut faire attention à leurs conséquences sur les centres-villes. C'est ça, même si c'était rédigé juridiquement. Ça n'a évidemment pas été du goût de l'association qui regroupe les centres commerciaux. Et donc, après toute une série de péripéties, ils ont déposé un recours. Et c'est arrivé devant le Conseil d'État qui a dit ça pose quand même une vraie question constitutionnelle. Parce que, est-ce que, par ces dispositions, est-ce qu'on ne porte pas atteinte à un principe qui s'appelle la liberté d'entreprendre, puisqu'on oblige les commissions à prendre en compte un certain nombre d'éléments. Il y avait d'autres arguments qui étaient développés, mais celui qui était vraiment sérieux, c'était est-ce que oui ou non, ce qui a été dans la loi est conciliable avec la liberté d'entreprendre, ou bien est-ce que c'est disproportionné? Alors, ce n'est pas une question nouvelle pour le Conseil constitutionnel, qui est très attaché à la liberté d'entreprendre, et il fait découler la liberté d'entreprendre, notamment de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme du citoyen de 1789. Et il y a une jurisprudence du Conseil constitutionnel qui dit, bon, on peut porter atteinte à l'intérêt général, on peut porter atteinte à la liberté d'entreprendre, mais il faut faire attention à rester dans un certain nombre de bornes et veiller à ce que l'intérêt général soit effectivement servi. Le débat, en fait, tournait autour de cette question. Vos camarades qui ont rédigé le projet d'arrêt ont tout à fait compris cela. Et ils ont fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire qu'ils se sont posés d'abord la question, est-ce que s'intéresser au centre-ville, c'est une question d'intérêt général? Ils ont répondu oui, nous aussi. Et ensuite, ils se sont posés une autre question, appliquée aux trois dispositions qui étaient contestées. D'accord, c'est une préoccupation d'intérêt général. Il est porté atteinte à la liberté d'entreprendre, et est-ce que cette atteinte n'est pas excessive? Lorsqu'on parle des friches disponibles, est-ce que ce n'est pas excessif? Lorsqu'on parle du centre-ville, est-ce que ce n'est pas excessif? Et en gros, et l'avocat d'ailleurs du requérant l'avait bien dit lorsqu'il s'est exprimé à l'audience, est-ce que la loi n'a pas fixé une espèce de test économique qui fait en fait que les autorisations, on ne pourrait plus les accorder d'une façon finalement équilibrée? Vos camarades ont répondu non, et nous aussi. Nous avons considéré que, bien sûr, il y avait un certain nombre de dispositions, mais qu'elles ne fixaient pas des conditions supplémentaires à l'octroi d'autorisation. Et donc, à partir du moment où, d'une part, l'intérêt général était reconnu, que d'autre part, que la liberté d'entreprendre était affirmée, que d'autre part, il y avait une atteinte à la liberté d'entreprendre, mais que cette atteinte n'était pas disproportionnée, nous avons considéré qu'il fallait confirmer ces dispositions. C'est ce que nous avons fait, et à partir de cette décision, désormais, cet aspect de la loi ne pourra plus être contesté devant aucune juridiction. Voilà pour la première décision, qui évidemment a des aspects pratiques. C'est-à-dire que si nous l'avions annulé, ça voudrait dire que dans le futur, toute une série d'autorisations qui actuellement peuvent être données n'auraient plus pu être données.
Et pour dire les choses d'une façon encore plus grossière, on pouvait interpréter, au fond, ce recours comme la question de savoir si, oui ou non, les centres commerciaux déjà existants pouvaient ou non s'opposer à l'ouverture de nouveaux centres commerciaux, ou si les commerçants existants en centre-ville pouvaient s'opposer à toute ouverture nouvelle. Et il nous a semblé que la loi, de ce point de vue-là, était équilibrée. L'affaire du défenseur syndical, c'est un peu plus compliqué et tout différent. Ça a trait au prud'homme. Vous avez, j'imagine, une certaine connaissance de ce que sont les conseils de prud'homme, qui sont une institution très ancienne, qui a évolué au cours du temps et qui a fait l'objet dans son fonctionnement d'une critique assez sévère, parce que pendant longtemps, les décisions prises par les conseils des prud'hommes, qui sont composés à parité de représentants des salariés et de représentants des patrons, n'étaient pas juridiquement très solides. Et on pouvait le constater lorsqu'on regardait le taux d'appel qui était pratiqué par rapport aux décisions de première instance des prud'hommes avec d'autres types de juridictions. Le taux d'appel était considérable. Et lorsqu'on regardait la cassation, il en était de même. Donc, il fallait, pour différentes raisons, réformer les prud'hommes. Et il y a eu une loi, à l'issue d'un travail qui a été fait par un président de la Chambre sociale de Cour de cassation, qui a essayé de définir, enfin, qui a défini comment devaient fonctionner les prud'hommes, et qui a créé une institution qui s'appelle le défenseur syndical. Pourquoi c'est lié au prud'homme? Parce que lorsque on va au prud'homme pour un litige qui concerne litige individuel, le droit du travail, etc., on peut soi-même s'exprimer, ou son conjoint, d'ailleurs. On peut faire appel à un avocat ou à un défenseur syndical qui lui-même est désigné sur une liste qui finalement est arrêtée par le préfet, qui est modifiée tous les 4 ans. Et le défenseur syndical est un salarié protégé, avec tout ce que ça veut dire en droit social, et il reçoit pour son travail un certain nombre d'indemnités. Donc, pour être concret, la loi prévoyait qu'au prud'homme, on pouvait soit s'exprimer soi-même, soit demander à un avocat de vous représenter ou de vous aider, soit un défenseur syndical, nouvelle institution. Très bien. Sauf que, à travers toute une série de péripéties, il se trouve qu'un problème a été posé qui est le suivant. La loi a, dans son dernier état, prévu dans un alinéa que, je cite, c'est très court, le défenseur syndical intervient sur le périmètre d'une région administrative. Et c'est de là qu'est née l'affaire que nous avions à juger. C'était quoi cette affaire? Il y avait un monsieur qui est allé au prud'homme dans la région des Pays de Loire, à Nantes exactement. Il y a eu un appel et la cour d'appel qui a statué était la cour d'appel de Rennes. Mais Nantes et Rennes, ce n'est pas dans la même région. Nantes, c'est dans les Pays de Loire, Rennes, c'est en Bretagne. Et il se trouve que devant la cour d'appel de Rennes, ce qu'on appelle la partie intimée, c'est-à-dire le défenseur, a dit « Oh, ça ne va pas !» Parce qu'il y a une disposition de la loi qui dit « Le défenseur syndical intervient sur le périmètre d'une région administrative ». Or, là, ça allait en première instance, parce que le monsieur qui était le défenseur syndical était sur la liste de la région administrative des Pays de Loire, mais c'est le même défenseur qui vient plaider en appel alors qu'il s'agit de la cour d'appel de Rennes, donc ça ne marche pas, il est irrecevable. Problème. QPC
Cour de cassation, Conseil constitutionnel. La question est donc de savoir si, oui ou non, au regard essentiellement du droit à l'égalité devant la justice, on peut avoir recours à un défenseur syndical, quelle que soit la région concernée, et à un avocat. Alors, toute une série d'arguments dans tous les sens. Vos camarades qui sont penchés là-dessus ont dit ben non, ça pose un vrai problème. Pourquoi ? Parce que si on a appel à un avocat, finalement, on n'aura pas les mêmes droits, on en aura probablement plus que si on a appel à un défenseur syndical. Parce que l'avocat aura compétence sur l'ensemble du territoire national, alors que le défenseur syndical, il faudra qu'il change en cours de route si on passe d'une région de première instance à une autre région d'appel. Et donc, vos camarades proposaient qu'on annule tout simplement la disposition. Nous avons un raisonnement voisin, mais un petit peu différent. Nous avons dit non, on ne va pas annuler la disposition parce que c'est quand même assez intéressant d'avoir une répartition régionale des défenseurs, ça conforte les régions, ça conforte les syndicats, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un problème. Parce que selon qu'on a affaire à un avocat ou à un défenseur syndical, on n'aura pas exactement la même situation. Et mettez-vous à la place du salarié qui, dans une affaire très spécialisée, a affaire à un défenseur syndical en première instance. Il va être obligé de changer de défenseur syndical en appel. Encore faut-il en trouver un qui soit compétent dans le même domaine, etc. Et donc, plutôt que d'annuler la disposition, nous avons fait appel à ce que nous pouvons faire dans certains cas, c'est-à-dire que nous avons émis une réserve d'interprétation. Et dans la décision qui actuellement a été publiée, nous disons non, nous n'annulons pas le texte, mais nous disons que ce texte ne s'applique pas en ce qui concerne l'appel, soit l'appel directement, soit l'appel sur renvoi par décision de la Cour de cassation. Et dans notre esprit, cette décision a un intérêt supplémentaire par rapport à l'autre solution d'annulation qui était proposée, c'est que du coup, il n'y a pas lieu d'annuler, donc il n'y a pas de vide juridique, et que notre décision, avec son interprétation, s'applique à partir d'aujourd'hui à toutes les juridictions, à tous les défenseurs syndicaux et à toutes les cours. Voilà. Voilà deux exemples. J'en aurais terminé lorsque j'aurais dit, avant de répondre à vos questions et aux questions de vos professeurs, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion ? Je crois d'abord l'utilité de la QPC. Avant l'intervention de la QPC, tout cela était absolument impossible. Dans la mesure où les lois qui aujourd'hui sont discutées à travers ces deux affaires, elles avaient été promulguées. Et donc, à partir du moment où les lois étaient promulguées, c'était terminé. Mais une loi peut être inconstitutionnelle, même si elle a déjà été promulguée. Et c'est ça que permet, évidemment, la QPC. Premier avantage, c'est pour toutes les lois. Ce n'est pas simplement les lois en fonction de leur date. Deuxième avantage, ce n'est pas le parlementaire X ou le Premier ministre Y qui est capable, désormais, qui est susceptible de soulever le litige. C'est n'importe qui. En l'occurrence, ce monsieur, j'ai oublié son nom, monsieur Vincent Do, je crois, enfin peu importe, mais c'est quelqu'un qui est un salarié et qui a jugé que ses droits n'étaient pas intégralement respectés. Et donc, vraiment, là, on est dans le droit réel et la défense des libertés. Troisième élément intéressant pour vous, en tant qu'étudiant en particulier, c'est que ça montre bien que la QPC, même si elle est dans le registre constitutionnel, c'est absolument transversal. Là, on est dans un cas
dans le droit administratif, le droit de l'urbanisme commercial, le droit civil, dans l'autre cas, le droit social, etc. Et donc, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et je vois avec plaisir que d'ailleurs, l'Union 3 s'est organisé, on me l'a expliqué tout à l'heure, pour que dans votre scolarité, cet aspect transversal soit bien expliqué, bien pris en compte. La QPC, c'est une procédure nouvelle. Alors on met ça sous le registre constitutionnel, parce qu'au bout du compte, c'est le Conseil constitutionnel qui va décider. Mais c'est complètement transversal à tous les droits, puisque ça peut être soulevé devant n'importe quelle juridiction par n'importe quel justiciable. J'aurais terminé en disant ceci. Évidemment, la QPC, ça n'est qu'une partie de notre travail, même si maintenant, ça représente 80% de nos décisions. Nous prenons une centaine de décisions par an, donc ce n'est pas exactement la même chose qu'au moment où nos aïeux étaient concernés. Et d'ailleurs, je fais cette parenthèse, lorsque de nouveaux membres du Conseil constitutionnel doivent être nommés, parfois les autorités de nomination ont la gentillesse de me consulter et de suivre d'ailleurs jamais, ils ont raison, mes avis. Mais la seule chose que je leur dis, écoutez, comme nous sommes gardiens de la Constitution, je respecte la Constitution, la décision vous appartient, donc vous nommez qui vous voulez. Mais nommez quelqu'un qui travaille. Bon, parce que maintenant, c'est devenu, pas pour le président, mais pour les membres, en tout cas, un travail important. Et la QPC, évidemment, est partie essentielle de ce travail. Il y a d'autres choses dont nous sommes chargés, il y a été fait allusion, les grandes élections. Nous ne sommes pas compétents pour les élections municipales, mais en revanche, pour législatives, pour présidentielles, etc., nous sommes compétents. Et donc, les années d'élection, ça demande un suivi très attentif. Nous sommes compétents aussi, on l'a oublié, mais c'est significatif, dans un certain nombre de cas, par exemple, pour ce fameux, je ne sais pas s'il est fameux, RIP, référendum d'initiative partagée, dont les résultats d'ailleurs vont être connus incessamment, mais enfin le suspense n'est pas très grand. C'est nous qui avons surveillé toute la procédure. Nous sommes compétents, il ne faut pas les oublier, pour les saisines a priori. Et évidemment, même si c'est fonction du travail du Parlement, ça représente des décisions très importantes. Par exemple, il y a une loi, ou plutôt deux lois, qui sont actuellement en discussion sur les retraites, dont vous avez entendu parler, et une fois que le Parlement aura fait son travail, je ne révèle pas de grands secrets en disant qu'évidemment nous en sommes saisis, dans un cas obligatoirement puisque c'est une loi organique et que lorsqu'il s'agit d'une loi organique nous sommes obligatoirement saisis, et dans un autre cas c'est une loi simple, mais compte tenu de ce que j'ai lu dans la presse, ça m'étonnerait que nous n'ayons pas notre mot à dire. Et puis, bon, il y a toute une série de relations à entretenir avec, évidemment, les juridictions européennes, que ce soit Strasbourg, Luxembourg ou les autres, et avec la communauté internationale. Mais gardez cette idée, après, je me tais avant, si j'ai bien compris, de répondre à telle ou telle interrogation. On a, avec juste raison, évoqué la question du gouvernement des juges. Nous ne sommes que des juges. Mais en même temps, nous sommes conscients que nous avons une responsabilité particulière. Et pour moi, qui étais parlementaire, et même président de l'Assemblée nationale, parlementaire pendant plus de 30 ans, il est hors de question que nous nous substituions aux parlementaires. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous qui sont attentifs à nos décisions, nous disons souvent, selon la même formule, que nous ne nous reconnaissons pas le même pouvoir d'appréciation que le Parlement. Bon. Car, évidemment, il serait inadmissible que des gens qui ne sont pas élus puissent décider à la place des élus. Mais, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit, dans une démocratie, vraie démocratie, comme l'est la France, malgré toutes les limites, les parlementaires, la loi ne peut pas faire n'importe quoi, ou plutôt ne peut plus faire n'importe quoi. Il fut un temps où c'était un peu comme en Angleterre. Bon. Non, mais je fais une référence intellectuelle, on disait le Parlement britannique peut tout faire sauf changer un homme en femme. Et là, à mon avis, il faudrait corriger cette dernière partie. Mais
ce que je veux dire, et c'est là où c'est intéressant et difficile, c'est que dans la pratique, depuis que le Conseil constitutionnel existe, de la France, démocratie française, oui, bien sûr, c'est le peuple, les représentants du peuple qui décident. Mais il y a ce que vous appelez une norme supérieure, des gens, et c'est un pouvoir immense, donc il faut donc en user avec beaucoup, beaucoup de circonspection, qui, bien que n'étant pas élus, peuvent dire ça va, ça va pas. Au nom de ce qui est au-dessus de la loi, et qui sont, on appelle ça le bloc de constitutionnalité, disons les principes du droit. Alors il ne faut pas que nous confondions nos responsabilités. Si nous nous mettions à la place des parlementaires, à ce moment-là, nous serions absolument rejetés. Mais si le Parlement pouvait faire tout, et j'ajouterais n'importe quoi, à ce moment-là, ce ne serait pas une démocratie complète. Et c'est ça qu'il faut expliquer, qui est assez difficile à percevoir, et qui pose problème, y compris en Europe, dans des régimes, je vais y faire allusion en terminant, qui veulent bouleverser l'état de droit, et dont le premier ennemi est évidemment les juges constitutionnels. Parce que si vous arrivez, nouveau pouvoir, qui veut mettre à bas le système juridique, les empêcheurs de tourner en rond, ce sont évidemment les juges constitutionnels. Et c'est, chacun aura compris mon propos, ce qui existe dans quelques pays d'Europe. Et donc il faut recueillir suffisamment d'adhésion et de confiance pour espérer que cette situation ne se produira jamais en France, mais comprendre que là, nous sommes sur une ligne étroite. C'est-à-dire que nous devons dire, voilà les principes, nous sommes là pour les défendre, pérennez ad cadaver, mais en revanche, nous n'avons pas à nous substituer aux représentants du peuple que sont les sénateurs et les députés. C'est ça notre tâche. Merci.